Ok. Bonjour Lucas. Salut Lucas. En fait, ça va être notre intro. Tous les épisodes commencent comme ça en fait. Là, ça va être un épisode un peu tricky pour moi. Bah vas-y, t'inquiète pas, je gère. Là, on a envie de raconter des anecdotes. Parce qu'en fait, la jeunesse de Focus Speaking, c'est un peu ça. On se raconte des trucs et on se dit putain, mais c'est trop bien. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup cadrer les choses et de scripter les choses, minimum des bullet points. Et non, là, je me suis donné au jeu. Je me suis dit, ok, je vais me laisser porter par Armand et on va raconter des anecdotes sur nos documentaires. Ouais, parce que hier on était en train de réfléchir au sujet qu'on voulait aborder et en ce moment je suis sur la fin de mon deuxième documentaire. Toi t'es en train de commencer le prochain. Ouais. Donc par conséquent, on s'est dit vas-y on va parler de documentaire et on avait envie d'en parler dans tous les cas. On a un épisode prévu juste après où c'est des trucs très factuels et des trucs très encadrés. Et moi j'ai dit à Nico, mais moi j'ai envie de parler, j'ai envie de donner des anecdotes, j'ai envie de te raconter comment s'est passée mon aventure, j'ai envie que tu me racontes comment s'est passée ton aventure. On le sait déjà, mais je pense que partager aux gens c'est bien. Et une petite piqûre de rappel, c'est bien parce que pour moi, ton documentaire, ça reste quand même assez flou maintenant. Je commence par contextualiser le mien. Mon documentaire, c'est un documentaire qu'on a fait sur une tournée nationale qui s'appelle le Brick Tour. Alors le Brick Tour, c'est issu du Défi Brick. Le Défi Brick, c'est un projet entrepreneurial mené par Kylian et Valentin. Je vous représente pas les deux zigotos, mais c'est des entrepreneurs sur Internet qui aident les créateurs de contenu à se lancer et à vivre de leur création. Globalement, c'est ça. Le Brick Tour, c'est un peu la suite du Défi Brick, dans le sens où le Défi Brick, c'est X jours où on va se challenger entre créateurs à poster tous les jours sur Internet. Et donc, en fait, pour célébrer ça, c'est avril 2023, on a pris un van, on est monté dedans avec toute une équipe et on s'est dit, on va faire 10 conférences dans 10 villes sur 10 jours. Et moi, j'ai juste pris ma caméra pour les suivre et documenter tout ça. Donc, Kylian Talin, Valentin Decker, on crée le Défi Brick il y a quelques années. Ça, et là, cette fois-ci, il voulait un vidéaste. Et il te connaissait déjà un peu parce que tu étais dans une communauté, je crois. Ouais, en fait, moi, je me suis d'abord entouré et après, je me suis lancé. Et entouré comment ? J'ai rejoint une communauté privée de créateurs qui s'appelait le Cercle des créateurs, qui est aujourd'hui l'Anti-Business Club, pour laquelle je suis mentor aujourd'hui. Donc, comme quoi, les choses ont évolué. Communauté menée par ce fameux Kylian. Globalement, en fait, de base, je voulais être podcasteur, mais en fait, je me suis lancé sur YouTube. Et tout ça, c'est issu du Cercle des créateurs de l'Anti-Business Club. Pourquoi je raconte ça ? Parce qu'en fait, le jour où Kylian a eu besoin d'un mec pour faire un documentaire, il a pas réfléchi de 2 secondes et c'était forcément moi, quoi. Ah, c'est le principe, parce qu'il te connaissait, quoi. Ouais, exactement. Parce que effectivement, ma chaîne YouTube prenait bien. Enfin, il y a plein de choses qui font que il savait que j'allais être bon, mais parce que à la base, c'est un projet entre potes, quoi. Et bref, je pars avec ma caméra, on part en van et pendant 10 jours, en fait, on fait une ville, une conférence, on dort, on reprend le van le lendemain matin. Ok, mais vous étiez pas que 3 ? Non, on n'était pas que 3. Il y avait toute une équipe, l'équipe Brick, qui est composée de Mathias, Maël, Steven, Mathias qui était l'alternant de Valentin, Maël qui était l'alternance de Kylian et Steven aussi qui était l'alternant de Kylian. Mathias, Maël, c'était un peu l'équipe logistique couteau suisse qui organisait un peu les rencontres parce que forcément tu ramènes des centaines de personnes dans un endroit, quoi. Et Steven et moi on était chargés de la création vidéo. Donc vous étiez 2 sur les vidéos. Parce que la mission en gros c'était pas que le documentaire, c'était sortir un contenu court tous les jours, minimum 1 si c'est pas 2, et faire un documentaire quelques mois après. Et tu me disais que c'était ultra chaud. Franchement, le rythme de zinzin. Faut vraiment s'imaginer que on arrive dans une ville dans l'après-midi, on fait la conférence autour de 18-19h, on mange, on dort, on repart le lendemain matin. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout ce temps-là, faut shooter, quoi. Il se passe des trucs. Et il faut shooter l'après-midi le réel, donc trouver l'idée du réel. Il faut monter le réel dans la voiture, dans le van. T'as déjà fait du montage en voiture ? Dans le train, pas en voiture. Généralement, c'est moi qui conduis quand je suis en voiture. Parce que t'inquiète que ça bouge. Ah, putain, j'ai eu envie de vomir tout le projet. Bref, si vous voulez voir les reels, je vous mettrai un lien en description, c'est sur l'Insta de Kylian. Et si on veut voir le documentaire ? Et si on veut voir le documentaire, c'est sur ma chaîne. C'est sur ma chaîne gratuitement. YouTube. C'est important à préciser. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, tout ça est sur ma chaîne YouTube. C'est mon premier documentaire. J'en suis très très fier. On pourra en parler, mais il y a plein d'erreurs techniques. Mais globalement, je suis très fier de ce premier résultat. Et voilà, c'est mon premier pas dans le documentaire. T'es allé vite. Comment s'est passé alors, à part le rythme un peu affolant, est-ce qu'il s'est passé certaines galères qui n'étaient pas prévues ou quoi peut-être qui n'est pas dans le docu, mais même qui est dans le docu. C'est pas très grave. Les premières galères que j'entends, en fait, c'est une question d'énergie, quoi. Je pense, j'en reparlerai dans le prochain épisode, mais ce truc de shooter tout le temps, c'était trop dur, quoi. À un moment, j'en pouvais plus de prendre ma caméra. Mais il fallait le faire. Mais après, faut quand même se rendre compte que c'est un projet un peu de rêve. C'est un projet entre potes, c'est un projet innovant. Personne ne fait des tours de France de créateurs. C'est un projet où on met la rencontre humaine en avant, tu vois. Et ça, c'est un truc dans lequel je m'épanouis de ouf. Tout en faisant de la vidéo, ce que j'adore. Enfin, tu vois, tout est réuni pour en faire en sorte que, bah, ouais, en fait, c'est trop bien. Et en fait, je pensais qu'on allait recontextualiser mon documentaire et recontextualiser le tien. Oh, moi, je pense sur toi. Ok. On verra après. Mais... C'est comme tu veux. Moi, je serais curieux de savoir que tu recontextualises un peu ton documentaire. Et en fait, voilà, on s'échange et on verra. Les gens ont bien compris que là, c'est en mode café.
ou bière. Prenez votre verre, allez faire votre jogging ou faites votre vaisselle, mais c'est une discussion là. Non, mais j'ai tout ce que je veux raconter, j'ai dans la tête vis-à-vis de mon docu. Du coup, ça va enchaîner. Ok. Ça va être long, parce que j'ai plein de détails marrants à raconter. Ou pas forcément marrants, mais voilà. Wow. Mais du coup, je te laisse quand même nous parler du montage et de la publication. J'aimerais bien savoir. Comment s'est passée la phase montage et comment s'est passée la phase publication? Mal. Ok, les deux? Non. Le montage surtout. Moi, je suis quelqu'un qui prépare beaucoup. L'avantage quand tu prépares beaucoup, c'est que tu sais pourquoi tu shootes ce plan. Bah, ça, pour le coup, ça s'est mal passé. Mais le tournage, c'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. C'est beaucoup du run and gun. En fait, je pensais qu'il y aurait 50% de run and gun et 50% on pouvait tourner ce qu'on avait envie de tourner. Pas du tout. C'était 99% de run and gun. Et en fait, tu t'adaptes, quoi. Ce qui fait que, arrivé sur ta timeline, t'as ton arc narratif dans ta tête et dans ton script, presque ton storyboard, qui ne correspond pas du tout au rush que tu as. Et donc, il faut remodifier toute ta trame narrative, quoi. Et ouais, j'ai 80% de mes rushs que j'ai dû jeter parce qu'en fait, il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans, quoi. De toute façon, on le dit souvent, mais on le redit ici, d'accord? Une histoire s'écrit 3 fois, au script, au tournage et au montage. Ouais, non, c'est clair. Et le montage, tu remodifies l'histoire si t'en as envie, quoi. C'est ça qui est fort. Ouais, mais ça, tu vois, ça a été un gros défi parce que moi, je pense que je me suis un peu enfermé dans cette identité de storyteller où en mode, putain, moi, j'écris trop bien, c'est ce que je kiffe le plus, j'adore Du coup, écrire. fallait que ça soit... Exactement. Et en fait, ce lâcher prise à avoir arrivé au montage en mode, bah ok, mon script, il correspond pas au shooting, donc au montage, je dois faire de la magie. Et ça, ce lâcher prise, je C'est l'avais pas de la magie, c'est que tu fais avec ce que Oui, t'as. c'est le métier de monteur, Moi, chose que je ne suis pas. C'est ça que j'aime bien et j'en parlerai dans le montage du docu que j'ai fait. T'as les éléments sous les yeux, t'es obligé de faire avec. Et t'es en mode, ok, comment je construis ça? Et en fait, tu construis et... C'est un gros casse-tête, tu vois. T'as mis combien de temps à faire le montage? 2 mois et demi, je me suis bien cassé la tête, hein. Et pour la petite anecdote, maintenant je peux le dire parce que c'est le résultat financier de l'année dernière, j'ai rentré aucun client pendant ce temps-là. Donc ça, c'est un peu cata, tu vois. Je ne faisais que du docu et ma chaîne YouTube. Docu, chaîne YouTube. Et à côté de ça, j'aurais dû rentrer des clients, quoi. Chose que je n'ai pas. Pourquoi? Parce que t'as eu du mal financièrement après? Ouais, ça m'a mis un peu dans la mouise, hein, je vais pas te mentir. Même si pour le coup, le projet était financé, enfin le docu était financé et j'ai dû vivre sur ça. En fait, il faut se rendre compte que le documentaire, quand on a la chance d'être bien payé, ça reste quand même des gros projets qui prennent du temps. Et donc, en fait, faut pas compter sur ça pour vivre, quoi. C'est compliqué d'être payé pour un documentaire Ouais. parce que les prix sont affolants, parce que les temps de montage sont affolants, les temps de tournage sont affolants. Ouais. Et des fois, t'as besoin d'une équipe. Et ça, c'est affolant. Parce que des fois, tu peux auto-faire ton documentaire. Si t'es un bon créateur de contenu, tu crées ton truc et tout. Mais Et je pense que c'est possible. Il y a plein de gens qui vivent du documentaire. Par contre, c'est de la niche de niche. Faut parler aux bonnes personnes. Faut être financé par les bons organismes, etc. Ouais. Nous, tu en parleras, mais on fait des documentaires pour des entrepreneurs sur Internet, quoi, des créateurs. Ça reste des solo-entreprises à taille humaine, etc. Donc, moi, je pense que c'est des gens qui peuvent avoir l'argent, mais que ça va clairement pas... En fait, le retour sur investissement est clairement pas bon pour eux, donc ils sont obligés de faire des concessions ou des trucs, c'est normal, tu vois. Donc ouais, c'est un jeu de ok, j'ai tel budget, qu'est-ce que je peux faire dans ce budget? Et après, c'est libre à nous en tant que prestataire aussi de savoir jauger. Si j'ai X heures devant moi, si je les mets toutes dans le docu, est-ce que ça va pas faire du mal à mon entreprise? Et là, tu décides oui ou non, quoi. Moi, j'ai décidé que oui, je préfère me faire du mal. Je pense que c'était pour la bonne cause parce que c'était mon premier docu, mais c'est un truc que je referai pas. Un docu, c'est se faire du mal, et en même temps, c'est si satisfaisant à Ouais, la fin. franchement, c'est une expérience très bizarre. Ouais, c'est vraiment... c'est comme un massage. Pendant le massage, tu te fais hop, 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 un massage thaïlandais. Ouais, Parce non. que moi, quand j'ai fait Ça des sent le massages... vécu, là. Quand j'avais des massages en Thaïlande, je prenais pas de plaisir. Quand je sortais, je me sentais si détendu. Et j'étais en mode, ok, c'est pour ça que j'ai pris 4 coups de coude dans les côtes. Ouais, et puis faut pas oublier que c'est le premier, quoi. C'est le plaisir aussi, je pense, va se retrouver sur les prochains, non? Ah merde, j'anticipe, mais... Je te parlerai du deuxième après. Mais moi, je me sens tellement plus confiant sur mon deuxième, là. Bref, on en parlera tout à l'heure. Moi aussi. Ah, moi merde. aussi, tu verras. Ok. Mais après, ça se passe pas pareil, c'est pas les mêmes documents. Non. Bon, on peut déjà, en fait, arrêtons le après. Arrêtons de vouloir structurer, je te le raconte maintenant. Mon premier documentaire, j'étais un peu en run and gun, on va en parler exactement parce que c'est de ça il s'agit. Là, j'ai fait un deuxième documentaire pour Charlie Head. Je le contexte. S'il te plaît, tu peux le dire. Contextualise. Merci. Je galérais. Charlie Head a fait une tournée de septembre à décembre dans toute la France. C'est sa première tournée des spectacles. Donc en tant que one-man show, on va dire mentaliste, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je me suis dit, il faut qu'on filme tes premiers pas. J'avais aussi envie de faire un second documentaire. Et je m'entends super bien avec Charlie Head, j'en parle partout. Attends, mais c'est toi qui lui as proposé? C'est moi qui lui ai proposé. Mais ça, je savais même pas, gros. Et c'est ça qui est fou. C'est que c'est moi qui lui ai proposé. Je dis, mec, s'il te plaît, je pense qu'il y a un truc à faire. Et en fait, en réalité, évidemment, je pense que le pitch est moins intéressant que mon premier, moins spectaculaire. Il y a certains proches qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, oui, effectivement, il est intéressant parce que le pitch est moins spectaculaire que je vais faire du Muay Thai en Thaïlande. Mais en tout cas, voilà. Il y a cette tournée des spectacles et je l'ai suivi, pas sur toutes les dates, sur les dates où c'était facile de me faire venir. Je suis de Lyon, donc quand le truc c'est à La Rochelle, compliqué. Quand le truc c'est à Marseille,
En 2 heures, en 1 heure et demie, même pas, j'y suis avec un train. Donc j'allais dans les dates que je pouvais. Anecdote intéressante, non. Les premières dates étaient à Toulouse. Et comme par hasard, à ce moment-là, au début, j'étais bloqué à Toulouse à cause d'un problème de voiture. Ah mais oui, ça dure longtemps. Mon problème de voiture, ouais. En gros, j'ai eu un accident en août vers Toulouse, rien de grave, juste matériel. Mais donc du coup, de août à septembre, pardon, il y a eu... ma voiture était en réparation. Et ça a commencé en septembre. Et il me dit, mes premières dates sont à Toulouse. Je suis en mode, ah bah je suis à Toulouse. Et on fait le spectacle et tout. En fait, tu vas vouloir faire mieux que le premier. Et moi, j'ai commencé, on verra plus tard, là, cette fois-ci, mais j'ai commencé avec peu de matériel, le premier documentaire. Je l'ai fait avec les moyens du bord et tout. Et là, j'avais une meilleure caméra. Et globalement, c'était mon même setup, mais amélioré, tu vois. C'était mon tripode avec ma caméra. Il a évolué, quoi. La même chose, c'est la version au-dessus, quoi. Et en fait, du coup, j'essaie de mieux faire. Je sais que je vais faire une interview à la fin et je sais que je vais ramener mes lights et tout pour bien faire correctement comparé en Thaïlande et tout. Quand tu essaies de faire un documentaire de meilleure qualité, t'as été habitué à... T'as fait ton premier avec la qualité que t'as fait. T'as subi, on va dire, l'apprentissage, mais comme tu essayes de faire mieux sur le deuxième, bah tu subis le nouveau apprentissage de faire mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas trop. Non, mais parce que, en fait, je pense savoir de ton point de vue, mais je le vois pas du tout comme ça, moi. Dans le sens où moi, je sais que mon docu, il sera meilleur. Point barre. Genre, parce que je jouis de cette année d'expérience et de cette première expérience. Oui, mais comme du coup, moi, j'ai essayé de rajouter de nouvelles choses, comme j'essayais de faire mieux et que c'était dans un contexte différent, par exemple, beaucoup en basse lumière parce que c'est des spectacles. Ah ouais, t'as d'autres challenges. Donc c'est pas forcément vrai que le deuxième docu est plus facile. Bon, tu me diras. Ouais, je te dirais, moi, là, j'ai un gros challenge sur l'écriture, etc. C'est autre chose. Et puis ça dépend du projet aussi. Si je dois faire un docu sur l'Everest en allant à l'Everest, c'est pas la même chose que si je dois juste faire un docu sur une. Mais c'est vrai que quand l'épisode sortira, j'aurai déjà fait le tournage. Mais ouais, là, il y aura beaucoup plus d'interviews, par exemple. Donc, gros travail sur l'interview. Mais du coup, beaucoup moins dans le run and gun, quoi. Ouais, je crois que ce documentaire-là que je vais faire, là, il me correspond mieux. Donc j'ai hâte. J'ai trop hâte. Et donc la publication après du. Ouais, la publication, c'était fou quand même. Parce que forcément, tu travailles pour des créateurs sur Internet. Ils ont des idées un peu hors habitude. Enfin, c'est pas très habituel de faire ça. On a fait une watch party. C'est-à-dire qu'on a fait un lien YouTube, première, tu vois. On a invité 200 personnes à se connecter sur Zoom et on mettait tous nos caméras, tu vois. Et en même temps, on regardait la même chose. C'est-à-dire que quand on faisait pause, ça faisait pause pour tout le monde. Et ça, c'est trop bien. Je me rappelle, je mangeais mes petites frites. Ah, t'étais là? Ouais, j'avais fait petit steak frites et je mangeais devant ton docu. Et en fait, grosse pression, tu vois. C'est marrant, je me suis filmé, j'ai jamais montré ces images, mais ouais, gros stress parce que en fait, c'est ton premier, même si t'es fier du travail. Je sais pas, tu sais pas comment va être reçu le travail. Et en fait, finalement, les gens, ils ont kiffé. Les gens, ils ont kiffé pour plusieurs raisons. Parce que c'est un projet dans toute sa continuité. Ça venait un peu, tu vois, c'est l'exclamation point à la fin. On finit le défi brique, quoi. Donc ça, c'est les gens, ils ont vécu ça comme une fête et c'est trop bien. Et ça, crédit à Valentin et Kylian pour ça parce que les gens, ils ont trop kiffé l'aventure de A à Z. T'imagines ? Tu commences le défi brique, qui est un truc de je poste tous les jours pendant 30 jours avec mes potes, des potes d'internet que je ne connais pas. Il y a un truc qui se crée, quoi. Et ça finit par un documentaire où tu vois des images, où t'es dedans. Ah ouais. Tu vois, il y a un truc humain qui est très fort. Donc ça, crédit à ces deux zozos. Et il y a un truc qui est, en fait, dans le public, il n'y avait pas de vidéaste. Donc en fait, tous les défauts de balance des blancs, d'ISO mal réglé, de trucs un peu shaky, les gens, ils le voient pas. Ils voient que ton histoire. Et en fait, ils ont tous kiffé l'histoire. Et donc en fait, il y avait ce truc, ça a dédramatisé un truc de... Il n'y a pas de drame, quoi. L'histoire passe avant tout, et tant que l'histoire est costaud, en fait... J'avais ce truc aussi de je vois tous les défauts de mon premier documentaire, et en fait, on en parlera, moi, de la publication, comment ça s'est passé. Je sortais de la salle. Ouais, mais toi... Petit teasing, c'est petit teasing, tu vois. Ouais, ah oui, d'accord, Petit sortais de la salle. Je sortais de la salle, et tout le monde me disait, mec, trop bien et tout. J'étais en mode, ouais, bon, il y a quelques défauts. Ils étaient en mode, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Prends le compliment. Mais il y a même un mec qui il est grave fort dans la réal, il fait des TikTok ultra bien réalisés, mais genre vraiment très cinématiques. Et il m'a fait, oui, je les ai vus, tes défauts. C'est pas grave, genre, en fait, je les ai même pas conscientisé, en fait, parce que j'étais focus sur autre chose. Max de Pile et Face m'a dit ça, ouais. Il m'a fait, ouais, évidemment que j'ai vu tes problèmes de balance des blancs, etc., mais on s'en fout, quoi. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui est plus avancé que toi et te dit ça, je crois que j'ai changé ma vision de la vidéo à partir de ce moment-là, où en fait, le storytelling, c'est la base de tout, quoi. Alors moi, j'étais quand même en mode, ouais, je les vois quand même, les défauts. Je les améliorerai la prochaine fois. Oui, bien sûr, le but, c'est de pas faire de défauts. Je les ai pas améliorés. J'ai hâte de voir ce docu, quand même. Je les ai pas améliorés parce qu'en fait, je pense que mon premier docu a adopté mon style de comment j'ai envie de faire une C'est histoire. quoi ton style? On va contextualiser. Moi, mon premier documentaire, il était sur le Muay Thai en Thaïlande. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Pourtant, je vais bientôt devoir me battre sur un ring dans le plus grand stadium du sud de la Thaïlande. Ulysse Lubin, qui réalise son challenge à travers le monde, a décidé pour son 45e de partir en Thaïlande pendant 30 jours pour s'entraîner pendant 30 jours. En partant de zéro, en Muay Thai, il a jamais fait de boxe ni rien, pour faire un combat pro à la fin des 30 jours. Donc t'as vraiment qu'un mois d'entraînement pour apprendre une discipline, pour te battre face à un mec, ça fait 18 ans il fait ça. Le challenge, quoi. J'ai commencé à travailler avec Ulysse Lubin, 1 ou 2 challenges avant, et j'avais fait beaucoup de TikTok avec lui, donc voilà, c'était mon client en montage. Moi, ça faisait des années que je voulais faire du cadrage, mais je n'arrivais pas à trouver des clients qui veulent du cadreur. Le monteur est, je sais pas moi,
vers chez moi à Lyon, tu vois, et que le client il est à Paris. Donc faire monter le monteur pour qu'il cadre, c'est plus simple de trouver un cadreur sur Paris en fait finalement. Et même des fois, sachant que les créateurs de contenu généralement savent à peu près se filmer, ils font pas appel à des cadreurs. Et là, Ulysse voulait monter un peu en gamme. Il voulait monter vraiment avec le 44e, donc c'était un voyage en train dans toute l'Europe. On avait vraiment donné ce côté vlog docu un peu, c'était vraiment bien travaillé. Et il voulait monter en gamme. Et moi, en parallèle, depuis quelques mois, j'étais sur mes 12 travaux. Je vous la fais simple, une vidéo par mois sur ma chaîne YouTube pendant 12 mois. Il avait vu un peu vite fait mes 12 travaux, donc il voyait que je pouvais utiliser une caméra. Et je lui envoie un DM en mode, si t'as besoin d'un cadreur, je suis chaud. Faut le savoir que je le faisais déjà depuis quelques mois, comme je t'ai dit, j'essaie de... Ouais, vous parliez en mode prestataire-client, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, j'envoyais à mes clients, si t'as besoin d'un cadreur, tu vois. Et à chaque fois, ça se faisait pas parce que ça coûtait trop cher pour rien. Stylé. Et cette fois-ci, il m'a dit, t'es chaud, un mois en Thaïlande. Et je me revois sur mon bureau avec mon téléphone. Je suis en mode, qu'est-ce que je viens de faire là quand je lui ai envoyé ce DM ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Un mois en Thaïlande ? Je lui dis ouais, carrément. Il faut que je prépare mon premier voyage en dehors de la France, hormis voyage scolaire en Espagne, voilà. Enfin, c'est pas que tu stressais, mais c'était pas évident, quoi. En un mois et demi, il faut que je prépare mon premier voyage à 9000 km de chez moi. C'est la première fois que je vais aussi loin. C'est la première fois que je prends l'avion seul. C'est la première fois que je vais dans un pays où tout seul. Faut se rendre compte, c'est les vaccins, passeports, enfin tous les trucs un peu à la con, quoi. Heureusement, j'ai un call avec Ulysse. Il me rassure un peu comme il peut. Et d'ailleurs, ça sera la première fois que je vois Ulysse en vrai. Je l'avais jamais vu en vrai avant. Stylé. Donc la première fois que je vois Ulysse en vrai, c'est en Thaïlande à 9000 km de chez moi. J'arrive à Bangkok assez difficilement. Je stresse pour mes bagages, surtout que comme j'avais jamais pris l'avion, tu sais, il y a une escale. Comme c'était sur des sites en anglais mon billet, je savais pas trop en gros si je devais refaire mon check-in ou pas. J'avais jamais fait et tout, je comprenais pas. Est-ce que c'est transféré dans notre avion ? Alors qu'il y a rien à faire. Je panique et tout, je me dis on croise les doigts que ça arrive à Bangkok correctement. Et en vrai, je me suis pas senti si perdu que ça, j'ai pas paniqué non plus de fou, mais c'était quand même un peu ça. L'aventure, quoi. J'arrive à Bangkok, je vois Ulysse, soulagement d'être avec Ulysse et son meilleur ami Ivan, parce qu'il l'a fait avec son meilleur ami Ivan. Soulagement de voir deux Français, et comme eux ils parlent bien anglais, c'est pas si dur en vrai quand t'es là-bas. Franchement, tu fais water, et ils comprennent. Vraiment, bref, en tout cas, on voyage en train d'ailleurs. 15 heures de train, on dort. Le train thaïlandais. Train thaïlandais de nuit, et c'était trop bien. Genre vraiment, avant de m'endormir, tu sais, je passais dans les petites gares et tout, je voyais les petits villages depuis la fenêtre du train. Franchement, très cool. Et en fait, je voyage avec un sac à dos rempli, un sac à bandoulière rempli de vêtements aussi parce que je pars un mois, et je dois filmer avec un G80 qui est juste là, qui te filme, Nico, qui globalement a pas une stabilisation de fou, qui est une caméra bas de gamme, autofocus pas ouf, et je pars avec seulement 2 objectifs. Donc celui-là, c'est l'objectif de base. Un 12-60. Donc 3, 5, 5, 6, ça ouvre pas énormément. Celui-là, il ouvre à 1.4, donc il nous permet plus de lumière, mais je l'ai pas trop utilisé non plus. C'est très galère, et je me rappelle, moi, avec le gros sac qui me tire sur le cou, mon autre sac qui me tire sur les épaules, à essayer de filmer correctement quand il marchait. J'osais pas trop leur dire arrêtez-vous là, moi je vais prendre un plan de vous qui passe devant, tu vois, genre. En fait, t'as rien storyboardé. Ah oui, je pars sans savoir, je sais juste que je vais les filmer. On arrive sur l'île après 15 heures de train, 2 heures de taxi et 1 heure de bateau. On est accueilli par le coach qui est français, pareil, donc ça facilite beaucoup les choses. Et là, je suis sur une île, dans un autre pays et tout, il faut que je trouve mon hôtel. Parce que je ne dors pas dans le camp. Les gens pensaient que je dormais dans le camp, mais je n'ai pas dormi dans le camp parce qu'il n'y avait pas la place, en fait, tout simplement. Donc en fait, tu faisais les allers-retours, en fait. Ouais, mais c'est 5 minutes de scooter. Tu faisais du scooter, hein ? Ouais. Mais c'est pas difficile de faire du scooter, c'est vraiment accéléré. Juste l'erreur des débutants dans les scooters, ça a rien à voir avec la vidéo. C'est qu'ils accélèrent trop vite. Ah, j'ai fait ça. J'ai filmé 8 fois, je pense, à peu près, sur les 3 semaines. Et les autres fois, j'étais dans mon coin en train de découvrir l'île et en même temps de monter ma formation que j'avais tournée. Ah, mais oui, c'est En moins d'un mois et demi, j'ai dû tourner ma formation parce que je partais. Et oui, en termes de lumière, j'ai rien emmené à part. Voilà, c'était ma seule lumière. Après, ouais, à quel moment t'en avais besoin, quoi. Parce qu'en fait, quand il fait beau en Thaïlande, c'est un bon soleil. Ouais. C'est un soleil qui tape bien, sauf qu'on est sous une sorte d'hangar, mais pas fermé. Donc c'est la lumière du soleil qui éclaire. À contre-jour à fond. Mais t'es à contre-jour de fou furieux. Et donc du coup, c'était soit l'arrière-plan qui était cramé, soit on voyait pas les sujets. Et du coup, des fois, j'essayais de compenser avec ça, mais c'était galère quand même. Ensuite, j'ai pas eu trop de galères en vrai. T'as eu ce truc de... Je sais que j'ai beaucoup ça, mais tu sais, prendre le temps d'apprécier le projet, quoi. Te poser et te dire, putain, c'est ouf ce que je suis en train de vivre. Ouais, surtout d'apprécier aussi là où j'étais. Des fois, j'étais sur la plage un dimanche. Et je me dis, waouh, je suis à l'autre bout du monde pour tourner un truc. Ouais, tu conscientises un peu, ouais. Et en termes de construction de projet, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Comparé à toi, je suis en full roue libre. Ils ont 4 semaines d'entraînement.
Je me dis, bah, je vais juste filmer semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et en fait, je prenais les événements comme ils venaient. Ce qui fait qu'on a raté, par exemple, un événement. Là, je m'en veux encore aujourd'hui. C'est que Ulysse se fait mal à la côte, au bout d'un moment, dans un sparring. Et le lendemain, il est allé à l'hôpital pour faire un scanner. Et ça aurait été trop bien de filmer ça. Et j'ai pas filmé ça. Parce que de 1, bah, du coup, Ulysse a oublié de me prévenir. Il est parti le matin, tu sais. C'est juste, il avait mal. Le coach, il a dit, bah, vas-y, va te faire une radio. Et moi, j'étais en mode, si j'avais été sur le camp pendant les 30 jours, j'aurais eu beaucoup plus de contenu, quoi. Et finalement, ça m'a servi dans le documentaire parce qu'au montage, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Ouais, et tu vois, ça n'a pas impacté l'histoire plus que et ça. Je me suis pas senti impacté par ça. Et en vrai de vrai, on plie l'entraînement. Il y avait des fois où, je le dis souvent, mais j'étais impressionné, tu vois. Parce que eux, devant moi, ils sont en train d'en chier. Ils sont même des fois en colère. J'ai une anecdote où il y a un plan de Ivan, qui est quelqu'un de très solaire, très amical, très souriant. Il est vraiment une goutte d'énergie, le gars. Mais bon, quand t'es dans ce genre de moment où t'en peux plus, ça fait 2 semaines, tu fais 5 heures de Muay Thai par jour, t'en peux plus, t'es épuisé. Il est crevé, il galère à faire son truc sur le sac, tu vois. Et il y a Ulysse en train de s'entraîner avec le coach plus loin. Je me rappelle, il me dit un truc du genre non mais va filmer là-bas, c'est plus intéressant. Mais un peu froidement. Moi, je sais qu'à ce moment-là, c'est pile poil le moment où il a pas envie d'être filmé, mais c'est pile poil le moment où j'ai besoin de le filmer. Parce que c'est le moment où j'ai besoin de voir lui dans le mal pour raconter correctement mon histoire. Et du coup, je m'en suis voulu, mais je lui ai dit un truc du genre non, t'inquiète, ici c'est intéressant aussi, tu vois. Et je le filme et ça se voit sur le plan, il est vénère pas contre moi, il est vénère contre lui parce qu'il est fatigué, il est dans un bad mood, quoi. Et il a juste pas envie d'être filmé, sachant que de base il est pas devant les caméras, c'est pas un mec qui crée du contenu. Mais c'était super intéressant de capter ces moments, c'était super important de le faire, tu vois. Ouais, non, c'est clair que prendre soin de son équipe et prendre soin de ses sujets, c'est hyper important. Et j'ai plein d'images en fait où je les prends dès le matin et tête dans les fesses, etc. et que j'ai pas montré volontairement. Et effectivement, c'est important d'arriver à avoir des images le plus brutes possible, quoi. Exactement, pour créer le plus d'émotions. Ce que je retiens souvent du tournage du docu et du montage après, c'est que tout ce projet-là que j'ai fait, tout est naturel. Et c'est beaucoup les gens qui ont apprécié ça, c'est que l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire qui s'est réellement passée. On était vraiment ce 3 petits trios avec le coach, sa femme et son deuxième coach, qui était thaïlandais. Il y a vraiment ce truc de chaque personnage est humain au possible et a son caractère, et d'ailleurs des caractères bien différents. Le coach, c'est vraiment le français qui est vraiment dur, mais c'est en fait réellement ultra touchant. Ulysse, il apporte le côté très carré, influenceur et très storytelling, comme ça il dirige l'histoire, tu vois, dans l'interview. Et Ivan rajoute le côté, c'est monsieur n'importe qui sourit et qui est venu pour s'amuser. Et qui je crois que c'est pour ça que les gens s'attachent autant à Ivan dans l'histoire. Globalement, le tournage s'est vraiment bien passé. Des fois, quand je les voyais un peu suer et tout, c'était impressionnant, tu vois. Ils se font taper les abdos et tout à coups de pao. Mais après, moi, j'étais pas non plus dans une situation très galère. Franchement, j'étais pas comme toi. En termes d'énergie, j'étais tranquille. Genre vraiment, le vendredi, je tourne, le samedi, je suis dans mon hôtel, le dimanche, je suis à la plage. Il y a pas de rien à dire de fou, à part que le jour où je filme le combat, il y a un peu ce côté-là de ça y est, c'est le moment. Ouais, faut pas le rater, quoi. Faut pas le rater. Et du coup, j'ai pris le G80 avec le 30 mm 1.4 là. Comment tu filmes un combat sans objectif qui peut zoomer de loin, donc une focale fixe parce qu'il y avait pas assez de lumière? Comment tu filmes le combat, sachant qu'en plus t'as pas d'accès en hauteur parce que c'est des gradins? Bah tu galères. Ouais. Et en fait, t'as pas de cam. Comment tu fais quand t'as pas de cam? Heureusement, il y avait un ami à Ulysse qui nous a rejoint sur l'île le temps des 3 jours pour voir le combat d'Ulysse. Il avait une GoPro avec la tâche GoPro. Bien, ouais. Ah oui, tu l'as foutu là-haut. Et je l'ai foutu là où normalement il y a une vraie caméra de base, parce que ce stadium-là, de base, il y a des vraies caméras pour rediffuser. Là, il y avait pas. J'ai mis la GoPro, donc la qualité est pas ouf, mais au moins ça te permet d'avoir un plan d'ensemble. Tu t'es bien débrouillé. Hein. Et il y a eu des moments où c'était chaud parce que je pouvais pas tout avoir, parce que eux, les Thaïlandais, ils attendent pas. Donc du coup, quand Ivan termine son combat, t'as directement le combat d'Ulysse après. Donc moi, je filme Ivan en train de sortir du combat et je dois directement être prêt pour filmer Ulysse qui va rentrer dans... Donc c'est un peu chaud. Je rentre chez moi avec 300 gigas de rush, donc ça va. C'est pas une norme non plus. T'as filmé quoi, 4K 4K 1080p 60. Ah oui, 60, c'est du sport. Ouais. Pour avoir des ralentis. Je fais les interviews d'ailleurs sur le ring 2 jours après leur combat. Donc tu peux voir que Ivan a un cocard. En fait, dès le début du docu, tu sais ce qui se passe, quoi. Enfin, tu sais qu'ils sont pas morts, quoi, entre guillemets. Ouais. Qu'ils ont pas des côtes cassées ou quoi. Quoique, je crois qu'Ulysse est ressorti avec une côte fêlée, quand même. L'interview, c'était cool. Mais en fait, comme j'étais dans le stadium, il y avait un peu de personnel du stadium. Ils s'en foutaient qu'on était en train de tourner une vidéo. Ils parlaient et criaient dans le fond. Et du coup, des fois, on était obligé de faire des pauses et attendre, etc. Ça, c'était un peu le truc relou. Ah, mais du coup, tu les entends dans le micro, c'est ça? Ouais. Ah, chiant. Comme d'hab, ceux qui sont pas créateurs de contenu, je dis comme d'hab parce que ça m'est arrivé aussi avec le docu de Charlie, parce qu'il y a un deuxième personnage un peu comme Ulysse dans le docu de Charlie. Là, le deuxième personnage chez Ulysse, c'est Ivan. Et comme d'hab, les gens qui sont pas créateurs de contenu ont l'impression de raconter n'importe quoi. Sauf que moi, j'ai l'œil du montage et donc du coup, je sais ce que je vais couper ou pas. D'ailleurs, je sais pas si ça te l'a fait pendant les interviews. Ah bah oui, tout le temps. Ouais, tu vois et tu dis, ok, cette phrase, je vais la virer. Ah, ok, celle-là, elle est trop bien. Tout le temps. Moi, j'aime bien avoir cette posture de chercheur d'or.
En fait, l'interview, c'est juste tu creuses dans une mine et tu dois faire en sorte qu'il crache la meilleure punchline possible, quoi. Ouais. Et donc, tu articules tes questions, tu dis, ah, ça, tu peux le redire en plus court. Et ça, j'ai pas trop osé, par contre. Je les ai un peu laissés. Moi, j'adore cet exercice. Faut que j'essaye de un peu plus recadrer, quitte à les couper, les dire non, vas-y, recommence ta phrase, mais parle au Et présent. quand tu prépares tes interviews, t'as un moment où, au début, tu expliques comment ça va se passer? Un peu, ouais. Ouais. Mais comme c'est mes premières, c'était pas fameux, tu vois. Et j'ai pas assez. Et même là, encore sur le docu de Charlie, comme je te l'ai dit en off, des fois il parle au passé, des fois il parle au présent, et j'ai pas réussi à bien cadrer. La prochaine fois, je le cadre mieux. En tout cas, j'ai fait ces erreurs-là sur l'interview. Au montage, évidemment, du coup, comme c'est ma partie, généralement, parce que je suis plus monteur que cadreur-réalisateur, je m'attendais à d'être ça. Et en réalité, oui, non. En fait, quand tu regardes mon docu de Ulysse, tout le monde s'accorde à dire que, bon, il est bien, il est génial et tout, mais les monteurs voient que le montage a carry quand même, a supporté. Ah oui, moi je le sens aussi. Ouais. C'est que vraiment, tu sens qu'il y a des plans qui sont flous, tu sens qu'il y a des sous-expositions, tu sens que voilà, il y a du grain sur plein d'images. L'image est clairement loin d'être parfaite. Ah non, même moi un ça m'a peu, pas choqué ça par contre. elle est même un peu catastrophique. Si tu prends les dossiers, tu prends les rushs, tu dis ouais, là, l'image est un peu sur certains plans cata, que j'ai utilisé en plus. Mon but, c'était pas de faire la meilleure image, c'était de raconter l'histoire que j'ai vécue. Et pas raconter la meilleure histoire, j'ai raconté l'histoire que j'ai vécue. C'est ça aussi qui est fort. Les personnages sont authentiques et l'histoire est authentique de A à Z. C'est vraiment ce qui s'est passé. On n'a rien storytellé, on n'a rien replacé dans d'autres moments. Chose aussi qui était un peu galère, c'est que pendant tout le projet, Ulysse n'avait pas la charge mentale, vu la difficulté du défi, à s'occuper du docu. Du coup, il m'a laissé carte blanche, ça c'est génial. C'est trop bien. Je sais pas si Valentin ou Decker. Ouais. Moi j'ai eu carte blanche, mais depuis le début c'était ça. Hein. Voilà, il te laisse faire et ouais, et c'est pour ça que c'est sur ma chaîne YouTube. Enfin, ça pour le coup, c'est un truc que j'ai pas embrassé à 100% au début. Et tu vois, dans les V1, V2 que je leur ai exposé, en fait, c'est un documentaire sur eux. Et c'est progressivement que c'est devenu un documentaire du Brick Tour via mon prisme. Parce qu'en fait, je suis en voix off souvent. C'est moi qui raconte l'histoire. Ça, j'ai bien aimé ça, que ça soit toi. Ouais, et bah ça, c'était pas du tout le cas au début. Et en fait, c'est Kylian, encore une fois, qui me dit mais en fait, Nico, franchement, Kylian, 20 ans, on s'en fout, quoi. C'est toi qui incarne le plus cette transformation de quelqu'un de lambda, ingénieur, CDI classique, into créateur. Donc prends la parole, fais la voix off, parce que tout l'intérêt du Brick Tour, c'est cette transformation de je vais vers un métier créatif parce que c'est plus fort que moi, tu vois. Et en fait, le fait de prendre ta parole, pas évident quand c'est ton premier, mais en fait, le docu il rend bien aussi parce que je permets de faire le lien entre des infopreneurs qui sont là depuis 3-4 ans et le débutant complet qui se plaît pas dans son taf, tu vois. Je sais pas si je l'avais dit, mais de base, on devait être 3 protagonistes dans le docu d'Ulysse. Sans compter l'entraîneur et l'équipe de l'entraîneur, vraiment, ça devait être Ivan, Ulysse et moi. Ah ouais. On devait chacun raconter nos peurs, parce qu'en gros, le truc, c'est sur dépasser sa peur. Ulysse, c'est juste le dépassement de soi, quoi, peur du combat. Ivan, c'est à peu près pareil, quoi. C'est la peur du combat, la peur de se faire casser la gueule, la peur de la douleur. Et moi, c'était la peur du premier voyage. On devait raconter ça aussi. On s'était posé la question si je devais pas le raconter sous mon prisme avec les voix off, ou au moins apparaître en interview. Et on a fait le choix. C'est plutôt Ulysse qui a fait le choix, mais j'ai été très vite d'accord. Au début, j'étais un peu en mode bah c'est relou parce que du coup j'étais en mode je voulais apparaître un peu d'égo, un truc d'égo, ouais. Mais vite fait, tu vois. Et après très vite, j'ai dit oui, non mais c'est mieux comme ça. Et finalement on l'a pas fait. À l'heure actuelle, j'ai rendu la V1 hier sur le docu de Charlie. Ah oui, de Charlie, ouais. Sur le docu de Charlie, je suis un peu plus présent, voire quasiment un troisième personnage, même si j'apparais pas en interview. Donc c'est vraiment cool. Tu poses des questions, enfin on t'entend quoi. Non. Même pas. On m'entend de temps en temps dans l'interview. Il te parle. Non plus, c'est juste que, en fait, comme j'ai filmé la tournée, que j'étais avec eux en tournée, il y a des plans où je suis là. Il y a des plans où il fait des blagues avec moi, il y a des plans où on rigole ensemble. Mon plus gros fou rire depuis au moins 1 an et demi qui me garde en tête, c'est un fou rire que j'ai eu avec Charlie dans le docu. Ce fou rire est fou. Ce fou rire est fou et même pas si drôle que ça pour les gens. Je l'ai laissé pour le côté où on voit que une amitié se crée, parce que quasiment l'amitié s'est créée pendant le docu ou un tout petit peu avant avec Charlie. Donc il y a vraiment ce truc qui est génial. Bon, tu le verras. Par contre, quand l'épisode est sorti, le docu est là. Ouais. Donc les gens vont pouvoir aller voir. La publication est un peu spéciale parce que Ulysse a réussi à avoir une salle de cinéma. Ça c'est fou. À Media One. Media One, c'est la 2e plus grosse société de production en France d'audiovisuel. Globalement, La Flamme, Le Flambeau, c'est eux. Hot Ones, c'est eux. Le documentaire sur Macron, c'est eux. Le documentaire sur Griezmann, c'est eux. Le documentaire sur Maître Gims, c'est eux. Le documentaire sur Orelsan, c'est eux. Donc j'ai vu la directrice de prod qui a parlé à Orelsan, qui a négocié avec Orelsan pour le faire. Elle a vu mon docu et j'étais vraiment touché en fait. Pas que ça, parce que là c'est le côté un peu accomplissement, mais ce qui m'a vraiment touché, c'est que tu mets ton documentaire sur grand écran et tu vois les gens pleurer. Et ça, j'étais en mode, c'est littéralement l'accomplissement de ma carrière, parce que j'ai commencé l'audiovisuel pour transmettre les émotions que moi j'ai ressenties face à d'autres produits audiovisuels. Et je voulais transmettre
transmettre des émotions. C'est vraiment pour ça que je fais de l'audiovisuel. Et c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Au bout d'un moment, on raconte l'histoire du coach qui est très émouvante. Et il y a des gens dans la salle, pas tout le monde, hein, évidemment, c'était pas le Titanic, le truc, mais enfin, il y a des gens qui ont pleuré dans la salle. Et voilà, c'était 120 créateurs de contenu qui ont été invités à peu près, ou créateurs de contenu ou entrepreneurs qui ont été invités dans la salle par Ulysse et par Media One. Et ça s'est super bien passé. Sache-le, si un jour tu fais une salle de cinéma. Un simple rendu H264, ça marche. Hein. Moi, j'étais dans le train. Ulysse m'a mis un peu la pression et c'est logique. Même moi, je me le suis mise il faut qu'on fasse dans plein de codecs différents au cas où si ça marche pas l'H264. J'ai fait en ProRes et Dieu sait qu'en ProRes, du coup, le rendu fait 300 gigas en fait. J'ai fait en H265, j'ai fait en AVI, j'ai fait plein de trucs pour qu'en fait la version de base passe nickel. Pour des premiers pas dans du docu, c'est fort quoi. Ça fait bizarre quoi. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir créé un truc si bien que ça, j'ai juste l'impression d'avoir créé... Non, c'est le premier. Ouais, non, mais en fait, il y a un truc avec ce docu qui est très... J'ai fait ce que je voulais faire, mais je me suis juste laissé porter par le flow de ce qui s'est passé. Je me suis laissé porter par l'histoire, j'ai rien écrit à l'avance. Je savais que je voulais découper ça en 4 semaines, mais après, voilà quoi, je me suis laissé faire. Même au montage, je me suis laissé faire. Et au montage, au moment, je sais pas si tu l'as vécu, mais au moment où ta musique, elle colle, tu viens de la glisser et elle colle pile poil les trucs sur les changements de plan, t'es en mode, voilà, qu'est-ce que je te dis, hein. Quand ça colle par magie, t'es en mode, c'est parfait. Ouais, je crois que mon cerveau a un peu blackout à la période du montage, tellement c'était douloureux. Ah ouais. Ouais, c'était dur, c'était vraiment très très dur. Un vrai accouchement quoi. Je suis rentré en début décembre. On a pris un mois de pause un peu, tu vois, avec les fêtes et tout. J'ai rendu la V1 31 janvier. Donc en un mois, je t'ai rendu une V1. Et il y a eu 200, 300 retours sur la V1 de la part d'Ulysse. Ouais. Ouais, mais parce que on a corrigé plein de micro-choses et il y a eu jusqu'à une V9. Et en vrai, quand tu regardes le V1 et la V9, le documentaire est pas si différent non plus. Enfin, dis-toi qu'on n'est pas... Moi, je suis à V3. On n'a pas changé des musiques, on n'a pas réécrit toute une partie du truc. En vrai, c'est vrai que plein de micro-détails qui ont été changés. De l'expo, des trucs. Et en fait, on est allé jusqu'à la V9 avec plus de 500 retours, je pense, facile, quoi. En tout cumulé. Donc c'est pour ça que ça a mis 2 mois et demi comme toi, le montage. Mais du coup, plus 1 mois et demi de retour. Ouais, puis toi, faut se rendre compte aussi, toi, il est beaucoup plus long. Il fait combien de temps Il fait 58 minutes, ouais. 56 minutes. 9, 31, je sais plus. Ouais. 20 minutes en moins, ça fait la diff. Hein. Ah, là, comme j'ai dit, à l'instant où on tourne, j'exporte la V1, je la regarde demain avec Charlie. J'ai peur du nombre de retours parce qu'il fait 1h10. Ouais. Donc j'ai trop peur. Putain, 1h10. Voilà, le prochain docu que je dois faire, il doit faire 1h. Il doit faire 1h parce que c'est 6 épisodes de 10 minutes. Pardon. Ah oui. Et en plus, t'es obligé de découper l'histoire correctement pour que chaque épisode... ça va être un vrai challenge de faire en sorte que la transition de l'épisode 1 à 2, il donne envie aussi. Ouais, il donne envie d'aller voir la suite, quoi. Et même de 2 à 3, et enfin garder l'attention, quoi. Donc ouais, c'est un gros travail d'écriture, mais effectivement, c'est beaucoup moins run and gun, beaucoup plus deep, beaucoup plus artistique pour le coup. Et j'avais fait une projection privée aussi. Auquel j'ai assisté, là. Ouais. T'as été invité parmi mes proches, j'ai fait une projection privée, hormis Media One, parce que Media One, pas tout le monde pouvait y aller. Du coup, sur Discord, on partageait l'écran. Et ça, c'est vraiment... Pour moi, ça me porte à cœur que mes proches voient quand même mes docus, parce que c'est vraiment... Je trouve que le docu, c'est vraiment le format... Accessible. Et en même temps, ultime dans ma version de la vidéo. Ah, mais moi aussi. Alors, je pense qu'un film aussi peut être une version ultime, mais vraiment, pour moi, le docu, c'est vraiment ce truc de la version ultime des vidéos YouTube. La fiction m'intéresse pas du tout, moi. Le docu, moi, par contre, je sais que j'ai des sujets beaucoup plus deep. Et je sais que tous les docus que je vais faire là sur les 3 à 5 prochaines années, c'est que des steps vers mes propres docus, quoi. Moi, je suis amoureux de ce format et je sais à quel point il est dur à maîtriser, etc. Mais... Le montage, on le sous-estime à chaque fois, on prend beaucoup trop de temps. Mais c'est parce qu'on fait ça aussi seul. Le jour où on s'entoure... Mais même moi, tu vois, je me vois pas entouré de gens pour autre chose que la colo ou les sous-titres. La colo, moi, je la vois comme quelque chose d'impersonnel, en tout cas. Mais par contre, pour tout ce qui est dérush et montage, je peux pas, tu vois. Parce que déjà, je fais les deux en même temps, un peu entremêlés. Et donc, du coup, je peux pas, quoi. Je peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Par contre, travailler, on s'était déjà dit tous les deux qu'on aimerait bien travailler sur une réalisation de docu ensemble. Mais déjà, en tant que vidéaste, se faire payer le tournage et le montage, c'est difficile. Alors, faire payer 2 vidéastes et ou alors un seul gars au montage, c'est dur. Tout est possible. Tout est possible, et même créer son propre docu. Moi aussi, j'ai une idée de docu là qui est là depuis quelques années dans ma tête, que j'ai envie de réaliser. Enfin, depuis le docu d'Ulysse, j'ai cette idée de docu. Moi aussi, j'ai cette idée, mais moi, j'ai pas envie de le faire sans financement. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je pense que je vais le faire quand même, parce qu'il est très personnel. Ah, moi aussi. Ah ouais? On en parlera. Il en parlera peut-être un jour, ici. Ouais. Pour vous le présenter. Wait and see. Comment on conclut ce genre d'épisode un peu anecdote là? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop raconté le mien. C'est pas grave, ils nous le diront en commentaire. J'ai pas ressenti le besoin d'aller autant dans les détails parce que je crois que mon cerveau aussi a cette faculté de, tu vois, d'effacer les choses. Ouais, j'ai pas de... Est-ce que t'as gardé que l'important, quoi? Ouais, c'est ça. Et en fait, la grosse différence entre ton docu et moi, c'est que dans un sens où tu te séparais
pareil, tu vois, t'allais au travail, entre guillemets, t'allais au tournage, tu rentrais, t'allais au tournage. Moi, c'était vraiment une bulle pendant 10 jours où, en fait, la rencontre humaine était au centre de tout. Et moi, je retiens aussi ce truc de batterie sociale à plat, quoi. En fait, il faut se rendre compte que tous les jours, tu rencontres minimum 200 personnes. Et tu vois, c'est la première fois, en tant que créateur, où les gens me connaissaient. Genre, clairement, les gens venaient pour me rencontrer. Et ça, c'était fou. C'est peut-être là où j'ai compris que la connexion humaine était ce qui me faisait le plus vibrer dans mon métier. Et en fait, niveau batterie sociale, ça tabasse, quoi. C'est ma sensibilité, mais je faisais partie de ceux, non, j'étais le seul à complètement fondre en larmes pour aucune raison, parce que trop de sollicitations, tu vois. Et parce que depuis tout petit, je suis comme ça, je suis très sensible à l'environnement, etc. Moi, c'est plus une expérience que je retiens, plus qu'une prestation, tu vois. Limite, le docu vient cadrer tout ça. Mais l'expérience était beaucoup plus forte. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de souvenirs, je crois. C'est capturer une expérience quoi de vie. Mais on veut avant tout la vivre, cette expérience. Tu vois. Ouais, ça se vit plus que ça se regarde. Alors évidemment, j'ai tout fait pour que ça se traduise dans les images et je sais que ça a inspiré plein de gens. Ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec le docu. Le vécu... Ah ouais. Ah, moi, c'est différent. Par contre, le docu, c'est littéralement ce que j'ai vécu, moi, sous mes yeux. Ouais, je sais. Bah, en fait, c'est très chronologique, ton truc. Alors que moi, c'est des va-et-vient entre passé et futur. Mon docu est rythmé par une interview qui a été faite 4 jours avant de partir. Enfin, c'est que des allers-retours temporels comme ça. Au début, je voulais faire un truc chronologique, mais ça rendait pas bien. Ça rendait pas bien parce que l'expérience, elle est vraiment hyper intense. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et pour ça explique aussi pourquoi j'ai pas de moment précis comme ça. Et toi, c'est vraiment l'expérience. J'ai pareil, c'est aussi toute une expérience et c'est aussi une déconnexion parce que c'était mon voyage en Thaïlande aussi qui faisait la tranchée du docu. Mais après, il y a le retour en France où c'était aussi l'expérience docu parce qu'il y avait le montage et la publication. Mais ouais, il y a ce truc d'expérience. Et moi, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Cette vidéo a changé leur vie 1 an plus tard. Parce qu'en fait, 1 an plus tard, je suis retourné en Thaïlande parce que, comme je vous ai dit, je suis tombé amoureux de cette île et je suis tombé amoureux du coach. C'est limite comme un grand frère pour moi. Et du coup, j'ai sorti cette vidéo où en fait j'ai réussi à les interviewer 1 an plus tard. Par la force du destin, vraiment, on était tous les 4 c'est fort, ça. Au même moment sur cette île. Et je les ai interviewés, du coup, les réinterviewés pour savoir qu'est-ce qui a changé pour eux. Et cette vidéo montre à quel point cette histoire du docu d'Ulysse, ça fait partie de ma carrière, mais à un point où genre c'est vraiment si on devait mettre des cercles sur toutes mes expériences, t'as un gros cercle au milieu, c'est le docu d'Ulysse, ça me définit vraiment limite ma carrière, quoi. C'est vraiment un moment d'accomplissement et tout, et moi je le vois plus comme ça de mon côté. Et il y a vraiment ce truc de ce docu a changé la vie de ces 4 personnes-là, tu vois. Ulysse, ça lui a mis un boost. Ivan, ça lui a changé un mindset et ça a redressé son chemin de vie, entre guillemets. Jojo, le coach, ça lui a littéralement sauvé de la faillite. Moi, ça m'a littéralement lancé, donné un accomplissement, donné de nouveaux objectifs. Ouais, c'est fort. Et c'est aussi pour ça que t'en parles aussi bien, c'est que tu sens qu'il y a un virage, quoi. Est-ce que ça t'a fait un peu de virage, pas trop ? Non. Pour moi, je le vois vraiment comme la première étape vers là où je veux aller, tu vois. Ouais, mais c'est pas encore suffisamment puissant pour que ça soit un virage, c'est ça ? Je crois que ça le sera jamais, parce que le virage, je l'ai pris quand j'ai décidé de me lancer, quoi. C'est peut-être le seul virage de ma vie. Et c'est un gros virage, hein, mais là, je sais que je suis sur une autoroute où, effectivement, tout là-bas, là, au fond de l'autoroute, il y a mes objectifs. Et effectivement, tous les docus que je fais, c'est juste des aires d'autoroute. Des aires, exactement. Voilà, c'est beau. Et voilà. Mais je pense que c'est une bonne métaphore. Ouais. On peut trouver des subtilités dans cette métaphore. Merci pour cet épisode. Enfin, les gens vont se rendre compte, mais c'est moi dans la vraie vie. Je ne fais que écouter, moi, dans une conversation. C'est-à-dire que pendant toute une soirée, je vais parler, je sais pas, 10% du temps, quoi. Et je pense que si on fait le calcul, allez, je dois pas être loin de 20% de paroles, de temps de parole. Oui, mais déjà, on aura suffisamment monté l'épisode pour qu'on ait l'impression que c'est non. Vrai. Et en même temps, est-ce que tu sens que tu as un peu plus pris la parole et que tu as réussi à un peu plus... Je me suis forcé, ouais. Je me suis forcé à parler. Tu t'es senti comment ? On verra bien comment ça va rendre, mais... Non, je te parle pas de comment ça rend, est-ce que pensent les gens ? Comment toi, tu penses ? Je sens que c'est forcé. Je sens que je suis allé chercher un truc qui est pas moi. Tu vois, en temps normal, je parle pas autant. Et ça t'a dérangé, du coup ? Non, pas du tout. Bon. Non, ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est cool de pouvoir creuser un peu plus, tu vois, de surenchérir parfois. Moi, j'ai vraiment ce réflexe de, allez, tu vois, j'internalise tout ce que j'ai à dire et hop, on passe à autre chose. Pas dans un sens où je me dis, ouais, c'est pas intéressant ce que je vais dire, mais parce que, je préfère écouter que parler, tout simplement. Moi, j'adore écouter. Et moi, je préfère parler, c'est ça qui est horrible. Et c'est dur de le dire, et comme ça, on dirait un mec qui veut la lumière, mais c'est juste qu'en fait, j'ai tellement de choses à dire. Dès que tu dis un truc, j'ai 12 000 idées, j'ai envie de te les dire. Ça, je sais, ça te caractérise beaucoup, ça. Et moi, là, par contre, j'ai fait l'effort de, au lieu de t'écouter et ensuite dire, ça me fait penser à ça, moi, et du coup, dès que je peux parler, je te dis, et bah, du coup, moi, nanani, nanana, au lieu de dire, moi, j'ai eu la
même expérience, essayer de te relancer sur ton expérience. C'est un truc que j'ai essayé de faire dans cet épisode. On va finir sur ça, mais la chose qui m'a appris à écouter, c'est Spider-Man 3 ou 2, je sais plus. Et je sais que t'aimes ces films avec Tobey Maguire. Comment elle s'appelle la meuf, sa meuf, comment elle s'appelle? Mary Jane. Mary Jane, elle expose ses problèmes et Peter, il lui fait oui, mais moi, tu sais, en tant que Spider-Man, elle lui rétorque oui, mais là, on parle pas de toi. Et moi, je me rappelle très bien, j'étais enfant, ado, je me dis ah ouais, mais en fait, parler de soi tout le temps, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que en fait, tu peux aussi juste être à l'écoute et c'est très bien, quoi. Les gens, ils ont besoin de ça. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est très limpide dans ma tête. Et je crois qu'à partir de ce jour, j'assume complètement le fait de pas trop parler. Et ça fait du bien. La conclusion qui part en vrille. Allez, on termine merci d'avoir écouté cet épisode numéro 5. Et on se retrouve à un prochain épisode. Tchuss. Ciao tout le monde.